Bonjour, je suis Ambroise Martin. Ce soir, je vais vous parler de nutrition et environnement, sujet complexe s'il en est, avec de multiples dimensions scientifiques, sociales, politiques, économiques, etc., et de multiples échelles, du local jusqu'au mondial. Et je vais tenter d'illustrer la façon dont les scientifiques, et particulièrement les nutritionnistes, perçoivent ces enjeux. Et donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir Ambroise Martin. Vous êtes ancien directeur de l'évaluation des risques nutritionnels et sanitaires à l'AFSA, ancien membre des comités nutrition de l'ANSES et de l'EFSA, et président du groupe de travail sur les Dietary Reference Values. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger, disait Molière dans la Var, mais aujourd'hui, une autre question se pose. Comment vivre pour manger sans abîmer la planète? Faut-il choisir entre bien se nourrir et bien produire, entre préserver notre santé et préserver l'environnement? Ce soir, nous allons explorer cette tension de plus en plus présente dans nos vies, dans les engagements politiques de certains, ou simplement dans les gestes du quotidien. Longtemps, les recommandations nutritionnelles ont eu un objectif clair, assurer la santé humaine en apportant les nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. C'est l'approche des nutritionnistes, traduite dans les programmes et les recommandations de santé publique. Mais à mesure que les enjeux environnementaux se sont imposés dans le débat public, une autre perspective a émergé, celle de l'empreinte écologique de notre alimentation, empreinte carbone, consommation d'eau, biodiversité, etc. L'impact environnemental des systèmes agricoles est maintenant scruté, mesuré et discuté. Le problème, c'est que ces deux logiques ne convergent pas toujours. Les aliments bons pour la santé sont-ils bons pour la planète? Peut-on ou doit-on intégrer des critères environnementaux dans les recommandations nutritionnelles? Et surtout, comment nourrir durablement plus de 8 milliards d'êtres humains sans renoncer à la qualité nutritionnelle, à la justice sociale et à l'équilibre écologique? Ce soir, notre conférencier nous aidera à démêler ces enjeux extrêmement complexes. Il nous montrera en quoi la nutrition et l'environnement ne sont pas deux mondes séparés, mais les deux faces d'un même défi global. Il partagera avec nous les connaissances scientifiques et les pistes pour une alimentation à la fois saine, durable et accessible à tous. Bonne conférence. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, j'ai passé les 25 dernières années de ma vie dans l'enseignement, la recherche et surtout l'expertise dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation en France et au niveau européen, donc à l'EFSA, European Food Safety Authority, donc l'autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments. Donc, quelques remarques préliminaires imposées par la loi en quelque sorte. Je n'ai pas de conflit d'intérêt financier ou quelconque en lien avec cette présentation. Je suis retraité de l'université depuis plus d'une dizaine d'années et des comités d'experts depuis quelques années seulement. La présentation est évidemment fondée sur l'expérience acquise dans ces institutions nationales et européennes. Et dernier point, je n'ai pas utilisé l'intelligence artificielle, je ne sais pas encore faire. C'est peut-être pour ça qu'il y aura des lacunes dans ma présentation, mais j'ai préféré agir en connaissant mes biais cognitifs plutôt que d'utiliser un outil qui a des biais cognitifs que je ne maîtrise pas. Le deuxième élément, c'est que je vais utiliser autant que possible l'expertise institutionnelle, dans laquelle j'ai une grande confiance pour y avoir travaillé. Donc je vous présente les qualités de l'expertise institutionnelle qui sont l'exact opposé de l'expertise, entre guillemets, dite militante. On est sélectionné sur les compétences et non sur nos idées sur un sujet donné. C'est une expertise toujours collective, indépendante, avec une gestion rigoureuse des conflits d'intérêts, avec un appel à l'excellence dans l'analyse de la littérature scientifique et une transparence extrêmement grande. Sur notre travail à l'EFSA, tous les documents de travail et toutes les études sur lesquelles on s'est fondé sont accessibles librement au public. Alors, nutrition et environnement, c'est un sujet complexe qui a de multiples dimensions sociales, politiques, économiques, etc. et de multiples échelles, du local au mondial. Il est bien évident qu'on ne pourra pas tout aborder et je vais seulement illustrer la façon dont les nutritionnistes peuvent percevoir ou se positionner dans plusieurs démarches que l'on peut identifier au niveau scientifique.
une démarche que l'on pourrait dire descendante, qui va partir des problèmes environnementaux et qui va aboutir à la fin à des prescriptions ou des conseils nutritionnels, une démarche parallèle qui va essayer de traiter en même temps les deux sujets, et puis une démarche ascendante, toujours entre guillemets, qui va partir de la nutrition et de la couverture des besoins de l'homme et essayer de voir comment intégrer progressivement les préoccupations nutritionnelles. 3 types de démarches, 3 approches différentes, avec des convergences, comme vous le verrez, des différences aussi, sans doute, des complémentarités, incontestablement, sachant que, comme je l'ai dit, il y a la complexité d'échelle et de discipline, la temporalité qui est longue, et donc il y a de nombreuses incertitudes. Personnellement, j'ai plus de questions que de réponses. Malgré tout, on a quand même quelques idées assez claires sur la direction dans laquelle il faut aller, et donc des actions nécessaires à mettre en place. L'environnement, de multiples définitions, un mot tellement globalisant. Le site EduScol m'a fourni une des définitions européennes. Voilà. Ça concerne la santé des écosystèmes pris au sens large, avec l'usage et la qualité des sols, l'usage et la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la biodiversité. Le droit français a ajouté une dimension de la qualité des paysages, un petit peu plus subjective, et évidemment, comme je l'ai déjà signaté, un problème multiscalaire. Toutes ces dimensions sont impactées par et ont également un impact sur le réchauffement climatique et le gaz à effet de serre, qui est un petit peu la chose qui résume ou qui chapeaute l'ensemble de ces dimensions. On parle actuellement, comme vous le savez tous, de l'urgence climatique. Voilà pour l'environnement. La nutrition, j'ai fait appel à un vieux dictionnaire de médecine, enfin vieux, oui, puisqu'il a 50 ans, dictionnaire préfacé et coordonné par le professeur Jean Burger, qui donnait 2 définitions de la nutrition, une définition relativement restrictive qui se limite à l'ensemble des processus par lesquels les organismes vivants utilisent les aliments pour assurer leur vie, leur croissance, le fonctionnement de leur organisme, etc. Ça comprend l'alimentation, mais ce n'est pas tout à fait similaire, pas tout à fait synonyme. Donc une définition relativement restreinte, centrée en quelque sorte sur la physiologie et l'organisme vivant. La deuxième définition proposée par ce dictionnaire de médecine m'intéresse beaucoup plus et me plaît beaucoup plus en ce qui concerne la nutrition, puisqu'elle fait appel à un aspect pluridisciplinaire avec des notions de technologie alimentaire. C'est pour ça qu'au cours de ma carrière, j'ai beaucoup discuté avec les industriels, avec des agriculteurs, parce que savoir comment les aliments sont produits et préparés, eh bien, aide à ne pas faire une expertise trop désincarnée. L'économie, bien sûr. J'ai beaucoup discuté aussi avec des sociologues de l'alimentation. Nous avons d'excellentes écoles de sociologie de l'alimentation en France. L'histoire de la géographie du comportement alimentaire, et certainement si Burger vivait maintenant, il aurait rajouté les questions d'environnement à sa définition de la nutrition. Donc on peut dire que la nutrition, pour moi, c'est une science relativement globalisante qui essaye de tenir compte de tous ces aspects. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la première démarche dite descendance, urgence climatique et environnementale. Quelle est la part de l'agriculture qui nous nourrit dans l'émission des gaz à effet de serre? Donc j'utiliserai cette abréviation GES que vous connaissez tous. Il y aura dans certaines diapositives GHGE, Greenhouse Gas Emission, qui est le terme anglo-saxon qui veut dire exactement la même chose. Dans la part de l'agriculture, on peut essayer d'isoler la part des différentes filières agricoles et estimer les changements qu'il pourrait être souhaitable, faisable ou réaliste d'effectuer dans certaines de ces filières pour diminuer de façon significative l'émission des gaz à effet de serre de l'agriculture, tout cela entraînant bien sûr des conséquences pour l'alimentation qu'il faudra préciser et évaluer éventuellement lorsque l'on fera sur ces bases-là des prescriptions alimentaires. Alors, page de publicité,
2 pages de publicité. La première pour un livre qui est sorti il y a très peu de temps aux éditions conjointes du CIRA, de l'Ifremer et de l'INRAE, et des éditions que je vous recommande, les éditions Quae, qui ont énormément de livres tout à fait passionnants. Celui présente l'avantage d'être accessible en PDF et gratuit. Et c'est une synthèse illustrant la complexité des phénomènes, les incertitudes et les nombreuses recherches en cours. Quand on s'intéresse à ces questions, c'est vraiment tout à fait passionnant. Il y a une seule page consacrée à l'alimentation là-dedans, qui aboutit, qui se termine par la phrase qui est ainsi soulignée: une réduction de 50% des émissions du secteur est possible si elle est accompagnée d'une réduction de 30% de la part des produits animaux dans notre alimentation. On retrouvera ces chiffres ou des chiffres voisins. C'est un peu les différentes démarches convergent vers cette réduction. Deuxième page de publicité, la revue Science et Pseudosciences qui a consacré un de ses récents numéros à la question des protéines dans notre assiette, viande, élevage et environnement. On est en plein dans le sujet. Ce numéro s'est focalisé sur les protéines. Comme on le verra, ce n'est pas la seule problématique, il y en a d'autres, mais c'est un numéro qui pourra vous apporter beaucoup d'informations sur ces questions. Les gaz à effet de serre dans l'agriculture française, c'est tiré du livre dont je viens de vous parler. 3 gaz essentiellement émis par l'agriculture: le méthane, le protoxyde d'azote et le dioxyde de carbone. Les 2 premiers étant beaucoup plus puissants que le dioxyde de carbone. Le méthane est considéré comme 20 fois plus puissant que le CO2 sur une base de siècle. On trouve des chiffres plus élevés, mais c'est sur des temporalités plus courtes, et représenterait en équivalent CO2 56% des émissions de l'agriculture, essentiellement liées aux ruminants d'élevage. Le protoxyde d'azote, 265 fois plus puissant que le CO2, toujours sur une base centenaire, 29% des équivalents CO2, essentiellement liés aux engrais azotés. Et le dioxyde de carbone en tant que tel est finalement une part relativement minime, liée simplement à la mécanisation actuelle de l'agriculture. Toutes ces valeurs, bien sûr, ce ne sont pas des mesures directes, ce sont des valeurs calculées à partir d'un certain nombre de données disponibles et sous certaines hypothèses, ce qui peut conduire, selon les références que l'on voit, à des chiffres légèrement différents, mais ça fixe quand même les idées. L'agriculture, en France, représenterait 19% des émissions de gaz à effet de serre, dont un peu plus de la moitié, 56%, liées à l'élevage. Et dans les parties liées à l'élevage, ce sont effectivement les ruminants et notamment les bovins, aussi un peu les ovins, qui représentent l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. Donc au total, 9,1% des gaz à effet de serre français, à comparer au monde, pour lequel la FAO chiffre environ l'élevage à 14,5% des gaz à effet de serre. D'ailleurs, la FAO a représenté ici les émissions d'équivalent dioxyde de carbone des différents pays. Et on voit les cercles, la taille des cercles est proportionnelle à la quantité des émissions. Et on voit qu'effectivement, l'Europe de l'Ouest et de l'Est, comparée à l'Amérique du Sud, par exemple, ou comparée au continent asiatique, a une part relativement modeste, mais malgré tout, elle doit prendre sa part aussi. Quelques éléments de contexte sur ce méthane, des sources de données des départements de l'agriculture et d'une agence qui a été un petit peu fusillée par le Doge, le NOAA, donc des statistiques issues des États-Unis du temps où ces statistiques étaient fiables, si je puis dire. Évolution du méthane dans l'atmosphère sous la courbe bleue par rapport à la population de ruminants au niveau mondial. Et l'on constate qu'il y a une dissociation des deux. La population de ruminants est assez stable, alors que la concentration de méthane augmente. Certains font même l'hypothèse que depuis très très longtemps, depuis que les herbivores existent,
leur nombre finalement a peut-être assez peu évolué sur la planète, les ruminants et les herbivores sauvages ayant été progressivement remplacés bien sûr par les ruminants domestiques. Mais il n'y a qu'à se rappeler de Buffalo Bill et des troupeaux gigantesques de bisons de l'Ouest américain pour voir que les ruminants étaient abondants avant l'agriculture. Deuxième élément, certains travaux montrent que malgré tout, l'intensité d'émissions des élevages diminue. Une partie de cette diminution étant liée à l'amélioration de l'alimentation animale, une autre partie étant liée à une évolution qui se dessine dans les pays riches en tous les cas, qui est le remplacement progressif de la viande de ruminants par les volailles, qui sont beaucoup moins émettrices de gaz à effet de serre. Un point particulier, des filières qui restent confidentielles, mais qui montrent l'intérêt de travailler sur l'alimentation animale, la filière lin. Lorsque l'on met des graines de lin extrudées dans l'alimentation animale, cela présente des avantages nutritionnels, mais aussi des avantages environnementaux. Il a été montré que par rapport à l'alimentation conventionnelle, il y avait 30% d'émissions de méthane en moins dans ce type d'alimentation. Toujours des éléments de contexte. Comment connaît-on les émissions de méthane? Eh bien, il y a des satellites qui tournent autour de la Terre, et notamment un satellite européen Copernicus, qui donne des données facilement accessibles au public, qui permettent d'avoir une idée de la concentration du méthane à la surface du globe, du plus faible en blanc ou jaune clair au plus foncé en marron à droite. Et on voit que la France, qui se trouve au milieu, finalement est dans une zone assez pâle. Donc on n'est pas quand même les plus mauvais en ce qui concerne le méthane. Il y a beaucoup de méthane en Asie du Sud-Est et une des explications, c'est la problématique de la culture du riz. Le riz est reconnu comme émettant beaucoup de méthane lors de sa culture. Autres éléments de contexte, on peut trouver d'autres sites, notamment ce site collaboratif indépendant, le site Kairos, qui monitore, grâce à la collection de des données de plusieurs satellites, qui collectionne les super émetteurs de méthane, ceux qui émettent plus d'une tonne de méthane par heure. Donc on imagine la taille des troupeaux qu'il faudrait pour arriver à ce niveau d'émission. Et d'ailleurs, on voit que la France, dans le petit encart à droite, ne possède au premier trimestre 2025 aucun super émetteur de méthane. Donc nos troupeaux ne sont pas des super émetteurs de méthane. Pour terminer cette démarche, pour mémoire des éléments de complexification dans l'analyse des problèmes et leur résolution, c'est les accords internationaux de régulation des marchés agricoles et alimentaires, l'OMC pour le commerce, les accords sanitaires et phytosanitaires, les normes du Codex Alimentarius, les traités bilatéraux et multilatéraux. J'ai personnellement participé à un certain nombre de réunions internationales et effectivement, les discussions sont vives parce que tout le monde n'a pas le même point de vue que les Occidentaux. Et vous avez entendu parler récemment de toutes les discussions autour du Mercosur. Il est sûr que ce sont des questions qui sont complexes, que je n'évoquerai pas, mais qu'il faut avoir en tête pour dire yaka faucon, eh bien, ça ne marche pas vraiment. Donc là aussi, édition Quae aussi, un petit essai revigorant qui analyse en un peu plus d'une centaine de pages ces questions. Deuxième type de démarche, la démarche parallèle, et je pense que l'illustration la meilleure est relativement récente puisque publiée en 2019 dans un très grand journal médical qui est le Lancet, journal anglais qui existe depuis 200 ans et qui est une référence mondiale en termes de santé. Cet article d'un grand nombre de pages, publié donc en février, par une commission réunie par le Lancet pour essayer d'avoir des healthy diet from sustainable food system, donc des régimes bons pour la santé, l'encart de droite. Ces régimes bons pour la santé ayant été déterminés essentiellement à partir des études épidémiologiques. Ce n'est pas surprenant puisque le premier auteur, vous ne le voyez peut-être pas, c'est Walter Willett, qui est un des grands épidémiologistes mondiaux, fondateur de l'école d'épidémiologie de Harvard et grand nom de ce secteur.
donc qui lui s'est occupé de cette partie régime bon pour la santé, et une autre partie de la commission qui ont travaillé de façon conjointe a été une partie s'intéressant plus à la problématique des limites planétaires en ce qui concernait un certain nombre d'indicateurs, les gaz à effet de serre dont on a parlé, mais également les problématiques du phosphore et de l'azote, qui sont des problématiques agricoles majeures, l'usage de l'eau, bien sûr, autre problématique majeure, la perte de biodiversité et l'utilisation des terres. Cette Planetary Healthy Diet s'est traduite dans un ensemble de prescriptions alimentaires que je vous invite à ne pas chercher à lire parce qu'elles sont totalement illisibles à gauche. J'ai seulement grossi un petit peu dans l'encart de droite ce qui concerne les sources protéiques. Vous voyez que là, pour la viande, et notamment la viande de ruminants et de porc, c'est assez sévère puisque ça va de 0 à 14 grammes par jour avec une moyenne de 7. On sent bien dans le texte que pour les auteurs, l'idéal serait 0. Un petit peu plus généreux pour la volaille, les œufs et les poissons, et très généreux pour les légumineuses, incluant les lentilles, les pois, le soja, l'arachide et les noix, en des quantités non négligeables. Alors, cette Planetary Healthy Diet n'est pas un régime en tant que tel, puisqu'on a des fourchettes larges qui permet, avec un minimum à 0, qui permet en fait des adaptations locales et qui est compatible potentiellement avec une relative diversité de régimes alimentaires. Dans certains cas, on peut quand même déjà se poser la question, quand on met le bœuf et l'agneau à 0, on aura un problème de compatibilité avec le fait qu'on puisse mettre le lait à 250, par exemple. Nous reviendrons sur cet aspect un petit peu plus tard. Alors, quelques points de discussion dans cette Planetary Healthy Diet. Bien sûr, les quelques chiffres que j'ai évoqués, ce seraient des changements totalement radicaux de nos habitudes alimentaires qui posent des problèmes, bien sûr, d'acceptabilité sociale. La deuxième question, étude épidémiologique. Bon, est-ce que vraiment est-on sûr que la viande est si mauvaise que ça pour la santé? On peut le discuter et ça le sera. Un tel régime où l'on réduit considérablement certains aliments au profit d'autres, couvre-t-il les besoins nutritionnels que nous définirons ultérieurement? Le bénéfice environnemental est-il si assuré que ça? Et question agronomique sur les légumineuses que j'ai découverte à l'occasion de la préparation de cette conférence. Alors, un long chemin pour parvenir à de tels régimes, puisque vous voyez dans l'encart de gauche, il y a une ligne verticale à partir du chiffre 100, qui est la limite planétaire pour une diète saine, cette healthy diet. Et on voit dans la partie haute qu'il y a des consommations qui sont très au-dessus, qu'il faudrait donc ramener à cette limite, et dans la partie basse, des consommations qui sont très en dessous, et qu'il faudrait là aussi ramener à cette limite. La représentation de droite est une autre représentation circulaire. Le cercle représente ce régime Healthy Diet planétaire, et on voit exploser en rouge la viande des ruminants. L'adaptation nécessaire à chaque contexte pour une meilleure acceptabilité sociale. En France, comme je vous le disais, on en est loin. Quelques chiffres que j'avais collectés pour une présentation sur végétarisme et végétalisme. À peu près 2% de végétariens, 0,1% de végétaliens, qui exclut tous produits animaux dans l'alimentation. Et j'avais souligné à cette occasion qu'à fur et à mesure qu'on exclut des choses, il y a des problèmes de couverture des besoins se posent. Par exemple, si on exclut les produits de la mer, se pose le problème de couverture des besoins en iode et en oméga 3 à longue chaîne. Si on exclut les produits laitiers, c'est évidemment la question du calcium qui peut se poser. Donc, acceptabilité sociale problématique. Effet des produits carnés sur la santé, est-on si sûr que ça, que ce soit dangereux? Un certain nombre d'épidémiologistes en sont convaincus, mais une revue médicale américaine fameuse, les Annals of Internal Medicine, a publié un numéro entier en octobre 2019
avec des articles réanalysant les choses, et notamment, par exemple, cet article « Viande rouge et viande processée », donc en gros les charcuteries, et les risques pour la mortalité toute cause. Ces articles ont été vivement critiqués par Walter Willett et l'école de Harvard, parce qu'évidemment, les conclusions n'étaient pas tout à fait les mêmes. Comme vous le savez, la viande rouge est placée probablement cancérigène par le cirque, ce qui ne nous avance pas beaucoup, puisque, comme vous le savez, le cirque définit un danger, mais ne fait pas une analyse de risque. Et puis, il y a aussi une problématique de communication, c'est que le risque, on peut distinguer un risque absolu et un risque relatif. Passer d'un risque de maladie, de cancer ou de maladie cardiovasculaire de 10% à un risque de 8%, c'est dans l'absolu 2% de moins. Mais si vous l'exprimez en risque relatif, c'est 25%. Et effectivement, quand vous cherchez à publier quelque chose, il est beaucoup plus intéressant d'exprimer en risque relatif par rapport au risque absolu. Et donc, dans un de ces articles, ils ont refait l'analyse en cherchant à voir ce que faisait la réduction de 3 portions de viande par semaine, si on diminuait de 3 portions de viande par semaine, passer de 4 à 1 ou de 7 à 4, par exemple, eh bien, on voit que la différence absolue reste relativement minime dans tous les cas de figure pour les maladies qui sont à gauche, cardiovasculaire, mortalité, accident vasculaire cérébral, infarctus, diabète, eh bien, on est en dessous de 1. Et en risque relatif, on est relativement modeste ou modéré comme diminution du risque relatif. Une autre étude parue aussi très récemment, le titre c'est en anglais « Grading the data », ça veut dire « passer les données à la moulinette ». Quand on fait une étude épidémiologique, on met en place un certain nombre d'hypothèses sur la façon de traiter les données et finalement, ceci a une influence sur le résultat. Selon que l'on utilise la consommation de viande en grammes de façon continue ou découpée de 0 à 10 grammes, 10 grammes à 20 grammes, à 20 grammes, 30 grammes ou de 0 à 50, 50 à 100, on n'arrivera pas forcément tout à fait au même résultat. Et donc, c'est la nouvelle technique qui a été proposée par ces auteurs qui s'appelle la Specification Curve Analysis. Alors, je suis incapable d'expliquer dans le détail comment ça marche, mais simplement, au lieu de faire une hypothèse et de la tester, de dire voilà, c'est ça, ils testent un grand nombre d'hypothèses. Donc, sur les milliards de combinaisons possibles de variables et de covariables en épidémiologie nutritionnelle qui peuvent expliquer une maladie, ils en ont sélectionné un peu plus de 1000 qui étaient considérées comme les plus pertinentes et les plus possibles pour faire la preuve du concept. Et ils ont appliqué ça aux données américaines, la base que l'on appelle NANES, qui est une grande base d'enquête alimentaire et qui compile également en même temps les statistiques de mortalité et de morbidité. Et donc sur ces 1440 jeux de variables appliqués, donc en dehors de toute hypothèse faite au départ, on applique le système d'analyse et on s'aperçoit qu'en gros les 2 tiers vont dans le sens d'un risque augmenté et les 1 tiers vont dans le sens d'un risque augmenté, donc risque relatif supérieur à 1, et les 2 tiers ont un risque relatif inférieur à 1, donc un risque diminué. Sur l'ensemble de ces 1440, seules 48 sont significatives. Le fameux P inférieur à 0,05 des statisticiens, vous avez certainement déjà entendu parler. 40 en faveur de la réduction du risque lié à la consommation de viande et 8 en faveur de l'augmentation du risque. Et 45% ont donné un RR compris entre 0,9 et 1,1, c'est-à-dire on est dans la limite de l'épaisseur du trait. Donc, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Juste pour signaler, ce sont des auteurs tout à fait sérieux. Celui qui est la dernière ligne, en tête de la dernière ligne, Dennis Beer, a été pendant très longtemps le président de la Société américaine de nutrition. Donc, c'est un nutritionniste de très haute tenue. Lorsque l'on supprime la viande, qui est l'hypothèse un petit peu qui ressort du Planetary Healthy Diet, eh bien,
Où en est-on de la couverture en nutriments essentiels? Et un travail original publié dans les Proceedings of the National Academy of Science of the United States, le fameux PNAS, un journal là aussi parmi les tops des journaux scientifiques mondiaux, aboutit aux conclusions suivantes, en signalant d'abord une originalité qui est rarement mentionné, mais il a pris en compte l'alimentation des animaux de compagnie. Lorsqu'on fait le total des animaux de compagnie et de leur alimentation, on a une participation aux gaz à effet de serre et aux problèmes environnementaux qui est tout à fait loin d'être négligeable. Donc la suppression de la viande, ils ont pris cette hypothèse maximaliste parce que c'est celle qui permet un travail le plus facile avec le minimum d'assomption, si l'on peut dire. La production agricole augmenterait de 23%, mais la production agricole de gaz à effet de serre ne diminuerait que de 28%, ce qui ne compenserait pas tout à fait, qu'en partie, la production des gaz à effet de serre par l'élevage. Et pour aboutir à la fin, au niveau des États-Unis, en tous les cas, à une réduction seulement de 2,6% des gaz à effet de serre totaux des États-Unis. Donc si ça reste relativement modeste, ceci avec un risque de non-couverture des besoins pour un certain nombre de nutriments essentiels. Problématique de la vitamine B12, j'y reviendrai. La vitamine B12 est totalement absente des produits végétaux et donc toute suppression complète de sources animales pose un problème majeur en termes de couverture des besoins de cette vitamine. Et puis, les acides gras polyinsaturés à longue chaîne, ceux que l'on appelle EPA et DHA, dont la synthèse endogène est possible, mais insuffisante par rapport aux besoins, en tous les cas aux besoins optimaux pour la santé. Ce sont ceux qui sont à droite. Vous voyez, donc la suppression de tous produits animaux est en jaune. On retrouve évidemment une limitation sur le calcium. Tout produit animal, il n'y a pas de lait, donc le calcium forcément diminue. Donc problème de la couverture des besoins en nutriments essentiels, voire même cette étude anglaise qui s'inquiétait sur le devenir de la fonction cérébrale des Anglais. La suppression des produits animaux ferait disparaître de l'alimentation la choline, qui n'est pas un nutriment indispensable, mais dont on pense qu'il faut là aussi, malgré tout, avoir un apport exogène suffisant. À l'EFSA, on a estimé cet apport à 400 mg par jour. Et vous voyez qu'à gauche, les meilleurs apports de choline sont par les produits animaux, et notamment le bœuf. Dernier point sur cette planetary diet, la question des légumineuses. Les légumineuses sont extrêmement intéressantes, d'abord pour l'équilibre des acides aminés, nous y reviendrons. Pour l'intérêt agronomique, ce sont des fixatrices d'azote dans le sol, mais elles posent également des problèmes agronomiques, qui est l'épuisement des sols. On ne peut pas cultiver des légumineuses indéfiniment sur le même sol, et ça doit s'intégrer obligatoirement dans des rotations de culture. Et j'ai trouvé sur le blog d'un agronome ces choses-là. Par exemple, pour les pois, 5 ans d'intervalle entre deux cultures, si on ne veut pas épuiser la terre et bénéficier de la fixation d'azote par les légumineuses. Donc augmenter considérablement les légumineuses et l'assolement en légumineuses, ça va compliquer évidemment les assolements agricoles. Et d'un point de vue agronomique, ce n'est pas forcément simple à résoudre. En ce qui concerne les limites planétaires, pour l'environnement, ils ont adopté ces 6 indicateurs qui sont ici, avec là aussi des chiffres qui permettent de faire des modélisations. Comme tout à l'heure, on a des échelles assez larges. Vous voyez par exemple pour l'eau, la consommation d'eau pourrait varier de 1000 à 4000. On ne sait pas très bien, selon les techniques agricoles, selon la population, etc. Donc là aussi, des incertitudes. Alors avec ces limites planétaires, notamment, vous avez vu, limites planétaires de l'azote et du phosphore, indispensables pour la culture. Si on diminue ces intrants, évidemment, la question va se poser de comment peut-on continuer à nourrir 8,5 milliards d'humains.
Deuxième problème, c'est la concurrence. Ça amène à la question de la concurrence entre alimentation animale et humaine, avec notamment la question de l'efficacité protéique et en corollaire, éventuellement, les services écosystémiques de l'élevage. Leur rendement, production et souveraineté alimentaire, petite page de publicité, accessible librement sur Internet, les fiches de l'encyclopédie de l'Académie d'agriculture, où on trouve une mine de renseignements sur tout un tas de sujets résumés en 1 à 2 pages, c'est fantastique. Et il y avait cette fiche sur progression des rendements moyens français du blé tendre et du maïs grain au cours du dernier demi-siècle, avec une augmentation progressive importante, puis un ralentissement au cours des dernières années, où il semble qu'à la fois les techniques agricoles et l'amélioration génétique aient atteint un palier. Si, statistique nationale, la réalité des choses, si on diminue les intrants, eh bien, on diminue les rendements, incontestablement. Et là, c'est l'Institut du végétal, ce sont les statistiques officielles nationales sur les rendements au cours des campagnes depuis 1999 jusqu'à 2015, où l'on voit qu'en jaune, l'agriculture conventionnelle à haut intrant, on a des rendements de l'ordre de entre 70 et 80 quintaux à l'hectare. Agriculture à bas intrants, type agriculture biologique, eh bien, on est un petit peu en dessous de 50% de ces rendements. Sachant qu'on est autosuffisant en céréales en France seulement depuis 1967, et qu'évidemment des baisses considérables de rendement rendraient nécessaire l'importation de céréales, nous rendrait dépendants de l'étranger. Deuxième question, concurrence entre l'alimentation animale et l'alimentation animale et l'alimentation humaine est une véritable question. Et là, j'emprunte à Anne Mottet. Vous connaissez sans doute Anne Mottet, elle est connue en France davantage comme la compagne de notre gloire nationale Thomas Pesquet, alors qu'elle mériterait d'être connue comme une très grande spécialiste mondiale de l'élevage qui travaille au niveau de la FAO à Rome et qui a publié en 2017 cet article « Bétail dans notre assiette ou mangeant à notre table ». Et donc une nouvelle analyse de ce débat entre feed et food. Feed, c'est l'alimentation animale. Food, c'est l'alimentation humaine. Et en résumé, quelques-uns des points de cette analyse fouillée. 86% de l'alimentation animale, elle parle au niveau mondial, en matière sèche, sont composés de produits non couramment consommables par l'homme, et donc des sous-produits ou coproduits d'autres filières, dont les filières alimentaires, incluant par exemple des produits céréaliers qui n'atteignent pas le niveau nécessaire pour pouvoir être utilisés en alimentation humaine. S'il n'y avait pas des animaux pour les valoriser, eh bien, ça serait une perte sèche dont on ne saurait pas quoi faire. Le bétail utilise une certaine surface de prairie permanente. Et parmi ces 2 milliards au niveau mondial d'hectares de prairies permanentes, 700 millions pourraient être utilisés pour des cultures et être transformés en terres arables, ce qui premièrement libérerait des gaz à effet de serre en grande quantité, sachant que les prairies supprimeraient des puits de carbone, puisqu'il est reconnu maintenant que les prairies permanentes sont des puits de carbone bien meilleurs que les terres cultivées, ce qui varie en fonction des espèces d'herbes qui sont dans ces prairies permanentes, mais globalement, c'est reconnu. Et puis, elle conclut qu'une amélioration modeste de l'efficacité protéique pourrait évidemment diminuer la pression de l'élevage sur les terres cultivables, c'est-à-dire apprendre à mieux nourrir les animaux de façon à consommer moins de protéines végétales pour produire plus de protéines animales. Alors là, j'ai fait appel à l'expertise collective. Donc, l'INRA fait des expertises collectives sur un certain nombre de sujets. Et elle en a fait un sur
à la demande des ministres en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'ADEME sur cette problématique de l'efficience alimentaire des élevages. Et le groupement d'intérêt scientifique, le GIS Élevage, a repris ces données pour faire une présentation un petit peu plus abordable pour nous. Et c'est de cette deuxième que je vais tirer les images, je vais vous montrer. Alors, selon ce que l'on utilise comme chiffre, on sait tout de suite un petit peu votre orientation, si je puis dire, selon que vous utilisez l'efficience brute de conversion des aliments, produits consommés par l'élevage, par rapport au dénominateur, et produits de l'élevage au numérateur, que l'on peut différencier de l'efficience nette de conversion des aliments, produits de l'élevage au numérateur consommables par l'homme, et produits de l'élevage, consommation par l'élevage au dénominateur de végétaux consommables par l'homme. Et donc, dans l'efficience nette, si on est supérieur à 1, on est un producteur net de protéines pour l'alimentation humaine. Inférieur à 1, on est un consommateur net de protéines pour l'alimentation humaine. Les résultats synthétisés sont ici. Vous voyez le 1 sur la gauche. J'ai essayé de mettre le 1 partout au même niveau pour 3 types d'élevage. Ils en ont considéré plusieurs autres, mais je me suis limité à ces 3. Les races laitières, où l'on voit que la moyenne est largement supérieure à 1, certes avec des variations où il y a des producteurs qui font moins bien, mais globalement, en moyenne, c'est supérieur à 1. La viande est un sous-produit intéressant du lait, comme disait quelqu'un de la filière. Et donc, l'efficience protéique brute de l'élevage laitier est excellente. Elle est très nettement supérieure à 1. Si on parle de l'efficience brute, évidemment, on dira à ce moment-là qu'il faut au moins 5 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales, et donc une efficience brute très faible. Les races à viande, c'est un petit peu moins bon, et les porcins se trouvent en moyenne au niveau de 1, avec là aussi, bien sûr, une grande variabilité. Ça montre qu'il y a des marges de progrès pour chaque système de production agricole. Enfin, un dernier élément, cette expertise collective a essayé de synthétiser un certain nombre de ce qu'il appelle les bouquets des services écosystémiques de l'élevage, avec les marchés de produits animaux alimentaires, mais pas seulement alimentaires, les enjeux sociaux et culturels, bien sûr la question de l'environnement et du climat, sans oublier les questions de travail et d'emploi que ces filières procurent. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ça nous entraînerait trop loin. Juste deux petites illustrations que j'ai picorées, c'est du cherry picking, comme on dit, au cours de mes lectures. La première, c'est l'intérêt pour les insectes. J'ai lu dans un ouvrage que finalement, les déjections d'un bovin sur un an, ça arrivait à nourrir à peu près 200 kg d'insectes, ce qui était loin d'être négligeable. Puis dans une thèse vétérinaire dont j'avais été président de jury, la doctorante, puisqu'il s'agissait d'une femme, sur l'élevage de montagne, avait apporté des éléments indiquant très nettement que le pâturage en montagne est un élément de prévention des avalanches, l'herbe coupée rase retenant la neige, alors que l'herbe non coupée est pliée par la neige et qui peut glisser dessus. Dernière démarche, la démarche ascendante, qui est celle qui est effectuée davantage par les nutritionnistes en tant que tels et qui va partir des éléments sur lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire les valeurs de référence nutritionnelles. On va d'abord définir les besoins nutritionnels pour l'homme. Donc ici, on met l'homme un petit peu au centre du dispositif. Pour une santé optimale, quelles sont les références nutritionnelles que l'on va définir ? On va ensuite passer aux régimes alimentaires qui permettent de couvrir ces besoins. Et puis, selon les cas, on va adapter ces régimes par confrontation aux contraintes environnementales. On revient un petit peu au cas précédent. Ou intégrer directement, c'est encore du domaine de la recherche, mais je vous montrerai quelques résultats, ces contraintes environnementales dans la définition des régimes alimentaires. Alors une page de publicité, toujours, pour en savoir plus sur les références nutritionnelles. J'avais fait dans le numéro 350 de SPS un article sur les informations nutritionnelles. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc si vous voulez en savoir plus,
Je pourrais parler des heures, puis ça m'a occupé 15 ans de ma vie, ces références nutritionnelles. Donc ça nous entraînerait un petit peu là. Les nutritionnistes ont longtemps eu une approche un petit peu restreinte, correspondant plus à la définition numéro 1 de la nutrition, où on passait de l'estimation du besoin physiologique à gauche, la définition du besoin nutritionnel proprement dit, qui tient compte de la digestion, de l'absorption, etc. Et puis on passait à références, recommandations, on ne sait pas trop, pour les nutriments, et puis ensuite aux recommandations alimentaires, ce que les anglo-saxons appellent les Food-Based Dietary Guidelines, et qui sont en France officiellement les repères de consommation du Programme national nutrition santé. Dans cette approche, les nutritionnistes, en gros, passent allègrement de l'évaluation scientifique, qui est les deux parties de gauche, à la gestion du risque nutritionnel, puis finalement, il y a une confusion joyeuse, souvent inconsciente, entre référence et recommandation, alors que ce sont deux mots différents qui n'ont pas du tout la même signification. Alors, illustration de ce processus, un réseau européen d'excellence a compilé toutes les données mondiales de ces références/recommandations pour tous les nutriments. Là, j'ai pris l'exemple de la vitamine D qui était frappant, et pour montrer la diversité des valeurs de référence ou de recommandation en fonction des pays. Et la plupart du temps, le pourquoi de ces différences n'est pas explicité. Le seul qui était explicité un petit peu, c'est pour le United Kingdom en bas à droite, qui est à 0. Les Anglais ont dit très clairement, la vitamine D, ce n'est pas une vitamine, on peut la synthétiser entièrement si on va au soleil. Alors en Angleterre, il faut bien choisir son moment, mais ils ont fait ce choix de ne pas donner de valeur de référence pour la vitamine D. Mais pour les autres, finalement, pourquoi ces différences ? Ce n'est pas très clair, mais de nombreuses différences, alors que tout le monde se réclame de la science. Ça veut donc dire qu'il y a derrière quelque chose, des choix, qui ne sont peut-être pas forcément totalement scientifiques. C'est la raison pour laquelle, à l'EFSA, on a proposé une approche un petit peu différente pour séparer très clairement l'évaluation scientifique où l'on va seulement faire état de la relation des nutriments à la santé, où l'on va faire, comme tout à l'heure, estimation du besoin physiologique, définition des besoins nutritionnels et définition des références nutritionnelles pour les nutriments. À partir de là, on va passer à la gestion du risque nutritionnel en établissant des objectifs et des recommandations pour les nutriments, qu'on pourrait appeler des Nutrient-Based Dietary Guidelines, et des établissements, et l'établissement des repères alimentaires, en prenant cette fois explicitement en compte, de façon transparente, d'autres considérations qui peuvent être priorité de santé publique, habitudes alimentaires de la population, acceptabilité sociale, composition des aliments, etc., etc., et évidemment, considérations environnementales. Mais de façon explicite, et non pas en disant c'est la science qui a dit que ça doit être comme ça. Et donc cette approche nous paraissait être en plus totalement en conformité avec les recommandations du Codex Alimentarius, donc cet organisme mondial de normalisation alimentaire qui prône la séparation de l'évaluation et de la gestion des risques, ne pas mélanger les deux au risque de faire des bêtises. Alors l'établissement des références nutritionnelles, ça nous a pris 15 ans de travail à l'EFSA, donc je vais le résumer en une diapositive. C'est relativement facile, entre guillemets, pour les nutriments indispensables, dans lesquels on trouve 9 acides aminés, ce qui évoque la qualité des protéines, les vitamines et les minéraux, et les fameux acides gras indispensables, linoléique oméga 6 et linolénique oméga 3. Plus difficile, mais dans certains cas faisable, pour les non indispensables, qu'on sait parfois synthétiser, mais d'après ce que l'on connaît maintenant, en quantité insuffisante pour une santé optimale, la vitamine D et les acides gras polyinsaturés oméga 3 à longue chaîne, EPA et DHA. J'aurais pu rajouter, si j'avais eu la place, la choline, par exemple. Rappel, là aussi, vitamine B12, absente des produits végétaux, risque de santé majeur pour l'enfant, si on supprime tous les produits animaux ou qu'on utilise des laits infantiles non conformes à la réglementation européenne.
les pédiatres voient encore des catastrophes de ce type liées à cette non prise en compte de l'absence de vitamine B12 dans les végétaux. Alors, consensus sur les protéines. Tous les groupements d'experts mondiaux se sont accordés sur ce chiffre et cette phrase qui, en quelque sorte, moi, m'a toujours un petit peu amusé, même si je l'ai adopté, validé, bien sûr. 0,83 grammes, précis à la deuxième décimale, de protéines de bonne qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup plus... voilà. Donc, 0,83 grammes de protéines de bonne qualité par jour, ce qui fait pour le français moyen, en gros, 60 grammes de protéines. Cette valeur est établie avec une efficacité protéique un petit peu identique à ce que l'on a vu pour l'élevage animal, de 47%. Cette valeur de 47%, selon les études, variant de 27 à 70%, on a pris la moyenne à 47, mais ça montre qu'on a une capacité d'adaptation quand même relativement grande, ce qui représente environ 10% de l'énergie consommée. Il est clair qu'à l'heure actuelle, on est largement au-dessus, on est plutôt à 18% de l'énergie consommée sous forme de protéines, dont les 2/3, en gros, en moyenne, bien sûr, de protéines animales. On a écrit dans les ANC 2001, les apports nutritionnels conseillés que j'ai coordonnés, que l'inverse suffirait. Déjà en 2001, on s'était un petit peu mouillé là-dessus. Alors, protéines de bonne qualité, ça veut dire quoi? On sait que les protéines animales sont de bonne qualité d'une façon générale, puisque leur composition en acides aminés est bien adaptée à l'homme et à ses besoins, puisque nous sommes nous aussi des mammifères. Les ruminants sont des mammifères, beaucoup des produits animaux sont d'origine mammifère, même ceux qui ne sont pas mammifères, ça reste très bien adapté. Et elles sont en plus très digestes, alors que les protéines végétales sont moins bien adaptées, évidemment, et en plus moins digestes, puisqu'il y a une paroi cellulosique qui en sert le contenu cellulaire. Dans les 9 acides aminés indispensables dont je vous ai parlé, 2 sont fragiles et sont limitants dans la qualité nutritionnelle des protéines. C'est la lysine et la méthionine. D'une façon générale, les céréales sont déficitaires en lysine et les légumineuses sont déficitaires en méthionine. C'est la base d'une recommandation que tous les végétariens devraient connaître, s'ils ne la connaissent pas, ou devraient appliquer en tous les cas, ce qui est la complémentarité des céréales et des légumineuses pour une couverture correcte des besoins en acides aminés, ce que réalisent très souvent les plats traditionnels dans différentes civilisations. Alors pour calculer la qualité des protéines, différents indices ont été mis au point. J'en cite simplement un, le dernier, le plus pertinent, que l'on appelle DIAS, Digestible Indispensable Amino Acid Score, peu importe comment on le calcule. C'est lui qui tient compte un petit peu de tous les aspects que je viens d'évoquer. Et lorsque l'on prend en compte la qualité des protéines, eh bien, on arrive à diminuer considérablement l'impact environnemental des produits animaux et de la viande et des produits laitiers. Juste à titre d'exemple, vous avez à gauche les aliments d'origine animale et à droite les aliments d'origine végétale. Donc les aliments d'origine animale, bien sûr, c'est du CO2 en ordonnée. Émis, les produits animaux restent toujours supérieurs, bien sûr, mais on voit que si on ne tient pas compte de la qualité des protéines, on a l'histogramme bleu, et si on tient compte de la qualité des protéines, on a l'histogramme orange. On voit donc qu'on diminue l'impact environnemental, alors que par exemple pour le blé, on augmente l'impact environnemental quand on prend en compte la qualité des protéines. Donc, et ça, c'est en tenant compte seulement de la qualité des protéines, mais il faudrait pouvoir tenir compte aussi, certains le font maintenant, de la biodisponibilité du fer, qui est bien meilleure dans les produits animaux que dans les produits végétaux, de la présence d'EPA et de DHA, ces acides gras polyinsaturés à longue chaîne, qui sont totalement absents des huiles végétales. Alors bien sûr, des OGM ont été proposés pour contourner ce problème. Vous imaginez en Europe qu'on est loin de pouvoir mettre en œuvre cette solution que d'autres intelligemment utiliseront ailleurs. Les meilleures sources sont les poissons gras. Mais évidemment, qui dit poisson gras dit problème de pression
sur la ressource halieutique. Et je crois que vous avez déjà traité des problèmes de surpêche et des questions qui se posent à ce sujet. Et donc, d'autres sources alternatives d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne seraient les bienvenues. Ce qui fait que pour le moment, de toute façon, les sources majoritaires pour les Français sont les produits animaux terrestres, avec les meilleurs, des bovins nourris à l'herbe ou issus de la filière lin, qui, avec une très bonne productivité, enrichit en EPA et DHA les produits animaux. Et puis, si on tenait compte d'autres produits, d'autres molécules potentiellement intéressantes pour l'homme, moins bien étudiées, j'ai évoqué la choline, mais on pourrait parler de la carnitine, du coenzyme Q10. Ce sont des molécules que les fabricants de compléments alimentaires vous vantent à tour de bras. Ils existent spontanément dans les produits animaux. Et effectivement, il y aurait peut-être des choses intéressantes à faire. Donc voilà les références nutritionnelles, la façon dont on peut en parler. Mais après, il s'agit de passer des références en nutriments aux recommandations en aliments. En gros, les repères de consommation du PNNS. Et ça a été fait pour le PNNS avec une technique très performante que l'on appelle la programmation linéaire. C'est quelque chose qui peut se faire sur un micro-ordinateur et un tableur Excel. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ce que je vais présenter, schématisé. Mais l'idée est assez simple. On construit un régime alimentaire à partir d'une base de données d'aliments en tenant compte de contraintes diverses. Bien sûr, le respect des références nutritionnelles conçues pour une santé optimale, l'acceptabilité sociale, en gros, c'est-à-dire la vraisemblance alimentaire, la taille des portions, le prix. Et puis, on peut intégrer, ça reste du domaine de la recherche, mais je vous montrerai quelques résultats, des contraintes environnementales, l'empreinte gaz à effet de serre, l'empreinte eau, l'empreinte surface cultivée, éventuellement des valeurs toxicologiques de référence, donc de l'écotoxicité. Donc on peut faire beaucoup de choses. Alors, les valeurs utilisées dans cette programmation linéaire, c'est des rapports de l'ANSES en accès libre. Ce n'est pas de la littérature très facile à lire. Hein. J'ai participé notamment de façon approfondie au rapport de gauche sur l'actualisation des valeurs de référence adaptées à la France, puisque j'avais travaillé au niveau de l'EFSA pour des références européennes. Mais évidemment, on avait dit... il y a une adaptation possible en fonction des contextes, et c'est ce qu'on a fait dans ce groupe de travail. Donc la programmation linéaire, on a la base de données d'aliments, avec un certain nombre de données, on essaye d'avoir le maximum de renseignements, une base de données des contraintes que l'on va fixer pour la construction des régimes, et une fonction objective à optimiser, à maximiser ou à minimiser selon les cas. Ça peut être le poids, le prix, quel est le prix minimum pour obtenir un régime qui couvre les besoins nutritionnels en respectant les contraintes environnementales, etc. Donc on peut faire beaucoup de choses. Et la quatrième étape, on lance la machine qui va tourner le temps qu'il faudra pour sélectionner des aliments et leur quantité nécessaire pour respecter toutes ces contraintes à partir de la base de données initiale. Alors parfois, l'optimisation est impossible, les contraintes sont trop strictes, où les éléments ne sont pas suffisants. Alors j'ai adapté cette diapositive de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a fait un formidable travail dans ce domaine, qui a popularisé cette technique au niveau mondial, qui est Nicole Darmon, qui était directrice de recherche au CNRS à Marseille, qui est vraiment une leader mondiale de cette technologie. Alors les données environnementales qu'on introduit, eh bien en France, on a la chance de disposer d'une base de données qui est la base de données Agribalise, qui est gérée par l'ADEME et par un groupement d'intérêt scientifique, un GIS comme le GIS élevage de tout à l'heure. Ce GIS-là s'appelle Revalim et qui, pour un certain nombre d'aliments et de production agricole, donne 16 indicateurs environnementaux que l'on peut utiliser comme contrainte dans la programmation linéaire. Agribalise est fondée sur l'analyse du cycle de vie d'un produit, donc, qui est une méthode standardisée au niveau international qui prend en compte toute la vie du produit, depuis la production agricole, transformation, transport logistique, emballage, consommation, jusqu'à la valorisation finale éventuellement des déchets alimentaires à travers, par exemple, le compostage.
Donc c'est la méthode de référence internationalement reconnue. Voilà les 16 indicateurs ici sur la totale cycle de vie par kilo d'aliments pour 200 productions, 2500, plus un indicateur environnemental européen, l'Environment Footprint. En vert, sans rentrer dans le détail, vous voyez que l'empreinte agricole, dans tous ces indicateurs, en vert, l'empreinte agricole est quand même majeure. On pourrait dire malheureusement qu'elle est un peu inversement proportionnelle aux revenus que les agriculteurs tirent de leur travail. Alors à partir de cette base de données Agribalise et des consommations connues des Français, eh bien, par exemple, Nicole Darmon a pu faire ce type de calcul, émissions de gaz à effet de serre en fonction de l'apport énergétique. Vous voyez qu'il y a une relation extrêmement nette. Donc c'est un éloge de la frugalité, mais aussi c'est un éloge, c'est une incitation à regarder de plus près, comme le montre le trait rouge, à apport énergétique égal aux alentours de 2200 kcal, qui est l'apport moyen recommandé pour le français moyen. Eh bien, l'émission de gaz à effet de serre peut varier en gros de 1 à 5 en fonction de la qualité du régime. Et donc, c'est par programmation linéaire, c'est ce qu'elle a essayé de montrer. Et donc, par exemple, avec ce type d'article, où l'on retrouve des choses qui étaient déjà connues, plus de fruits et légumes, c'est une meilleure qualité nutritionnelle, avec une diminution de l'impact environnemental d'une façon générale, sauf peut-être pour l'eau, qui mériterait un travail un petit peu plus approfondi. Deuxième élément, par exemple, concernant ce dont on a beaucoup parlé, la réduction de la quantité de viande. Et donc, dans tous les scénarios identifiés dans cette programmation linéaire, la réduction de la viande est nécessaire pour une alimentation durable. La viande devrait représenter 1/5 de l'énergie ingérée contre 1/3 actuellement observé, la moitié des protéines ingérées contre les 2/3 actuellement. En gros, finalement, il ressort de l'ensemble de ces études que l'adéquation aux repères de consommation du PNLS, qui est finalement en gros plus de fruits et légumes végétaux, si possible, de saison et moins de viande, eh bien, est un gage de durabilité de l'alimentation. Donc voilà, j'en arrive à ma dernière diapositive. Vous voyez, 3 types d'approches extrêmement différentes, mais qui convergent malgré tout, globalement, sur une diminution des produits carnés, avec une augmentation des fruits et légumes, mais bien sûr, comme vous l'avez perçu, des divergences parfois grandes sur l'ampleur de la réduction de ces produits carnés, liées aux nombreuses incertitudes dans les données, à la différence de complexité des modèles utilisés, voire éventuellement à des biais idéologiques des chercheurs. C'est pour ça, dans l'article d'Annals of Internal Medicine dont je vous ai parlé, qui concluait plutôt qu'il n'y avait pas trop de problèmes avec la viande en ce qui concernait les liens avec la santé, les auteurs ont tous déclaré leur niveau de consommation de viande, de façon à pouvoir montrer à quel niveau ils se situaient. En tous les cas, il y a encore de nombreux travaux de recherche nécessaires pour éviter que les solutions apportées en termes d'adaptation et d'atténuation des gaz à effet de serre, d'adaptation au réchauffement climatique, ne sont pas contre-productives et ne soient pas non plus de la maladaptation. Si bien qu'en termes d'alimentation, moi j'en conclurai, il faut ni éco-anxiété, ni éco-culpabilité, mais un peu de rationalité. Et finalement, si on le peut essayer, autant que faire se peut, de se rapprocher des repères de consommation du programme national Nutrition Santé, va vous aider à concilier la santé et l'environnement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour l'exposé, c'est très clair. Il me semble que pour les impacts environnementaux, vous avez essentiellement considéré les gaz à effet de serre. D'autres choses qui rentrent en compte, par exemple, dans la programmation linéaire que vous faites à la fin, est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'avoir d'autres impacts environnementaux? Alors, la programmation linéaire peut prendre en compte effectivement les 16 indicateurs qui sont inclus dans Agribalise.
agribalise, qui contiennent l'acidification des sols, qui contiennent la couche d'ozone et la production d'ozone. Donc pas seulement les gaz à effet de serre, qui contiennent l'utilisation de l'eau, l'impact sur la santé humaine, etc. Donc effectivement, dans le court temps que j'avais, je ne pouvais pas traiter à fond l'ensemble des problèmes, mais effectivement, il faut en tenir compte. C'est bien toute la complexité, tout l'intérêt des problèmes, de ces questions. C'est justement ces interactions extrêmement nombreuses qui font qu'il n'y a pas de solution simple, universellement applicable partout. À certains endroits, telle solution va être formidable, elle ne marchera pas à d'autres. Merci beaucoup, professeur Martin. C'était tout à fait intéressant, très riche. Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus du régime Healthy Diet préconisé par le professeur Willett? Est-ce que c'est très loin des recommandations auxquelles nous sommes plus familiers ici, du régime méditerranéen par exemple, ou du PNNS? Alors ce Planetary Healthy Diet est en fait pas une recommandation en tant que telle, mais est un cadre pour des recommandations à adapter à chaque contexte. C'est pour cela qu'il y a des marges assez grandes pour un certain nombre de catégories. Comme vous l'avez vu, le lait, ça peut aller de 0 à 500. La viande de bœuf de 0 à 14. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un peu sévère et tout le monde n'est pas forcément d'accord que l'épidémiologie nous dit c'est ça qu'il faut faire. Mais voilà, ce n'est pas un régime alimentaire en tant que tel, c'est un cadre général pour définir un régime alimentaire. C'est pour ça que je ne suis pas rentré davantage dans le détail, mais de toute façon, le résultat est le même que pour les repères de consommation du PNNS. C'est en gros moins de viande, effectivement. Alors, dans quelle proportion, voilà. Plus de fruits et légumes. Ajouter les légumineuses, qui n'existaient pas dans les premières versions du PNNS et qui ont heureusement été incluses dans les dernières versions du PNNS. Plus de légumineuses, de fruits à coque, sachant qu'il y a des problématiques derrière qui peuvent être aussi des problématiques de développement des allergies. Ce sont des produits qui peuvent être extrêmement allergisants, donc c'est pas simple. Mais disons, voilà, ça converge malgré tout avec ce qui est préconisé un petit peu partout. D'ailleurs, dans les repères de consommation du PNNS, j'ai participé à la fois aux travaux qui ont été faits à l'ANSES et puis aux travaux qui ont été faits au Haut Comité de santé publique. On s'est penché, bien sûr, sur les recommandations des autres pays et sur le rationnel qui était derrière les recommandations des autres pays pour s'économiser de la peine et voir un petit peu si on pouvait les adopter. Elles paraissaient scientifiquement fondées et qu'on pouvait les adopter ou les transposer assez facilement pour nous. J'ai cru voir sur la carte d'émission du méthane que vous avez montré tout à l'heure une zone fortement rouge que j'ai identifiée comme la zone amazonienne. Est-ce que c'est dû à une décomposition forcenée? Est-ce que le statut de poumon vert est à remettre en cause? Je l'ai remarqué comme vous. Je confesse à ma grande honte que je ne l'ai pas approfondi parce que je pensais que ça nous éloignait un petit peu du sujet. Effectivement, le long du fleuve Amazone, il y a une traînée marron qui est assez importante. Vous avez parfaitement bien vu. Est-ce qu'elle est liée à la décomposition importante de matière organique, liée à une déforestation dans cette partie? Pourquoi pas? Mais j'avoue que n'avoir pas approfondi la question. Voilà, oui, effectivement, c'est très net ici. Et je ne peux pas vous en dire plus, désolé. Merci. Pour les recommandations, pour la substitution à la viande, parce qu'il faut un peu plus maintenant de légumineuses, la complémentation céréales légumineuses, quelle quantité est recommandée pour la qualité d'acides aminés suffisante pour faire un équivalent protéines animales, protéines végétales, voilà. C'est un peu représenté ici dans le Planetary Healthy Diet. Vous voyez, en céréales, à peu près, si je lis bien, c'est le premier sur le panneau de gauche, c'est ce qu'il y a en haut, environ 250 grammes par jour, au point de vue des céréales. Et en ce qui concerne les légumineuses, les legumes, ici, c'est à peu près 200 grammes par jour, donc à peu près une équivalence.
Ça remplacerait finalement la totalité des protéines animales dans cette optique. Moi, j'aurais deux questions vraiment de débutants, de néophytes. Vous avez parlé de la filière lin. Qu'est-ce que c'est que la filière lin? Et ensuite, vous avez beaucoup parlé de légumineuses. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qu'il faut que j'achète pour manger plus de légumineuses? Alors, première question, la filière lin. Ce sont plusieurs filières. Il en existe une française vous connaissez peut-être, qui est la filière bleu-blanc-cœur. Ce sont des graines de lin extrudées. Le lin est très riche en acide linolénique, donc en oméga 3, qui est le précurseur de l'EPA et du DHA. Et quand on nourrit les ruminants ou les animaux, mais y compris les porcs ou les ovins, avec des graines extrudées, évidemment, comme on apporte beaucoup de précurseurs, ils sont comme nous, ils en synthétisent un peu, mais si on leur apporte beaucoup de précurseurs, ils vont s'en synthétiser un petit peu plus d'EPA et de DHA. Et ils vont être des très bonnes sources alimentaires d'EPA et de DHA. Alors j'aime personnellement bien la filière lin, j'ai pas mal discuté avec ces gens-là, parce que c'est une filière intégrée, et ils essayent d'avoir une répartition équilibrée de la valeur ajoutée depuis le producteur jusqu'au distributeur, et non pas un accaparement, comme vous le savez, de la valeur ajoutée par l'aval au détriment des producteurs. Donc c'est une filière qui a été développée autour d'une idée nutritionnelle, avec des études scientifiques qui prouvent ce qu'ils annoncent, effectivement, et qui est intéressante également par son approche économique. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la filière lin. Donc en France, c'est bleu-blanc-cœur, mais il y en a d'autres en Belgique, les œufs Optimus, je crois, ou des choses comme ça. Enfin, bon, je l'ai plus tout en tête. Les légumineuses, c'est donc ce que j'avais montré c'est-à-dire en France, on connaîtra surtout les lentilles, les pois, beaucoup plus que le soja, mais le soja fait partie des légumineuses, le pois chiche fait partie des légumineuses. Donc ce sont les principales légumineuses consommées en France. Donc les lentilles sont considérées comme d'excellentes sources de protéines, de fibres alimentaires, de fer, de magnésium, enfin, etc. Elles ont beaucoup de qualités nutritionnelles. Malheureusement, pour tout un tas de raisons, on n'en produit pas assez en France. On est obligé d'en importer. Voilà, parce que la demande augmente progressivement, parce que c'est un aliment tout à fait intéressant. Dans certaines bandes dessinées de ma jeunesse, les hommes du futur, c'est-à-dire de maintenant, finalement, se nourrissaient avec des pilules. Bon, c'est pas forcément des repas de fête, mais est-ce que c'est presque envisageable de synthétiser les éléments nutritionnels en dehors de leur gang de fibres, enfin de légumes ou de viande, et d'avoir des doses suffisantes? Alors c'est envisageable si on ne considère que les doses, mais la physiologie humaine est un petit peu plus complexe. Et il a bien été montré que la même dose de vitamine A, il y a eu des expériences, peut être toxique si vous la prenez sous forme de pilule, parce qu'elle va être absorbée brutalement et faire un pic sanguin qui va déborder tous les procédés de régulation, alors que si vous prenez la même quantité de vitamine A sous forme d'un foie de veau, eh bien, il va y avoir digestion et absorption montée dans le sang beaucoup plus lente et donc prise en charge beaucoup plus saine de la même quantité. Donc diminution des risques. On peut dire la même chose pour le calcium. Il vaut mieux du calcium alimentaire que du calcium en pilule. Il vaut mieux de la vitamine C alimentaire qui va être absorbée progressivement, alors que si vous la prenez en pilule, elle est absorbée très vite et hop, elle passe dans les urines très rapidement. Donc en théorie, c'est possible, mais la théorie, c'est pas vraiment de la physiologie. La physiologie humaine est beaucoup plus complexe. Mais c'est vrai que j'avais fait une conférence pour l'Académie des sciences sur la nutrition en conditions extrêmes, et la nutrition des cosmonautes est quelque chose qui est étudié de très 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 près. Et pour les cosmonautes, on ne leur fait pas des pilules, parce que vous ne tenez pas pendant 6 mois des cosmonautes en bonne santé mentale si vous leur donnez que des pilules.
Donc c'est parfaitement étudié par des nutritionnistes et des chefs cuisiniers de haut vol pour préparer une alimentation qui soit palatable, agréable à manger, qui soit à la fois bonne pour le corps et bonne pour le moral, et bonne à penser. Je vous disais, j'ai beaucoup travaillé avec les sociologues, et une phrase qu'ils m'ont apprise venant de Claude Lévi-Strauss, ce qui est bon à manger est bon à penser, et inversement, ce qui est bon à penser est bon à manger. Et donc, penser qu'on se nourrira qu'avec des pilules, on a du mal quand même. Merci, en tous les cas, pour toutes vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt!